2022 des travaux d'entretien de la voirie. Une exception à cette fourchette, la décision de 154 650 € TTC hors taxe pour le théâtre de Verdure, dossier qui a été présenté au préalable à la commission marché en décembre 2022. Puis en page 2, vous avez les décisions 2023, à savoir 4 décisions prises entre le 6 janvier et le 16 janvier, qui oscillent entre 2 500 € et 6 615 €. Vous nous présentez ce soir 2 tableaux sur les décisions du maire, dont un sur 2023 que vous venez d'afficher. La décision 2023-01, actualité des tarifs de restauration scolaire, des accueils périscolaires du mercredi après-midi et des accueils de loisirs. Une décision qui pose problème. Cette décision modificative, qui est-il écrit, annule et remplace la décision 2022-114, qui est elle-même erronée. Elle devra donc, cette décision modificative, être à son tour annulée et remplacée. Mettons-nous à la place des familles concernées. Comment peuvent-elles s'y retrouver avec autant de décisions prises, puis annulées, devant l'être à nouveau, avec autant d'informations contradictoires et erronées? Prenons cette décision modificative. Elle contient un tableau sur les quotients familiaux et sur les tarifs des repas. Il y est question d'un taux d'effort appliqué à partir d'un QF 1000, avec un prix du repas pour ce QF 1000 de 3,40 € pour un enfant tréliérain et de 3,70 € pour un enfant hors commune. C'est faux. Le tarif à 1 €, qui a été voté au conseil municipal du 19 décembre, s'applique pour tous les QF inférieurs ou égal à 1000. Donc dans ce cas, pour un QF 1000, le repas n'est pas de 3,40 € ou 3,70 €, mais seulement de 1 €. Comment les familles peuvent-elles comprendre ce qu'il en est réellement? Prenons maintenant ce qui est donné comme information partout et largement diffusé sur le site internet et la page Facebook de la commune. Le prix maximum d'un repas sera de 6,80 €. C'est encore faux. On lit sur la décision modificative dont on vient de parler que le prix maximum est de 7,40 € pour les heures trélières et non pas de 6,80 €. Entre le conseil municipal du 19 décembre et aujourd'hui, on a eu droit à 3 tarifs différents. 6,85 €, 6,80 € et maintenant 7,40 €. Là, les familles ont de quoi être complètement perdues. Prenons un dernier exemple. Nous sommes le 10 février aujourd'hui. En ce moment même, sur le site internet de la commune, dans la rubrique « Ma famille », sous-rubrique « Scolarité puis restauration », il est encore indiqué que les tarifs plafonds des cantines sont de 4,92 € pour les enfants de trélière et de 5,38 € pour les hors trélières. Comment être crédible auprès des familles avec autant d'informations qui se contredisent entre elles, autant d'informations dont les tréliérains ne peuvent même pas distinguer le vrai du faux? Monsieur le maire, oui, vous pouvez prendre des décisions par délégation du conseil municipal. Mais dans ce cas, en l'absence de débat et de vote en conseil, puisque vous souhaitez ne pas débattre, c'est de votre responsabilité que ces décisions, même si elles peuvent être contestables et contestées, soient au minimum ni erronées ni interprétables. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est dommage que Mme Béraille est absente, c'est elle qui gère ce dossier. Donc, non, mais on vous répondra, on va vous répondre, hein, comme on répondra par écrit, on remarque. Je trouve un peu. Enfin, je découvre ce que vous dites, les chiffres, parce que pour moi c'était très clair, c'est tout. Alors je vois, non, peut-être que vous avez une autre vision que la nôtre, mais pour moi c'était assez clair tout ça. Mais je rappelle quand même qu'il y a toujours une différence du prix quand c'était un collégien ou un élève ou un scolaire de la commune et leur commune. Il y a toujours eu deux tarifs différents. Vous avez l'air de dire que c'est normal, puisque des familles d'enfants qui n'habitent pas la commune ne paient pas d'impôt sur la commune, donc c'est normal qu'il y ait un tarif, c'est un peu comme les associations, c'est pareil. Les subventions d'association, c'est un adhérent qui est hors commune, qui est plus cher qu'un adhérent de la commune. Voilà. Enfin, je vous répondrai, parce que là, vous citez plein de choses, je ne peux pas vérifier, mais je vais rester avec Mme Béraille, et puis on vous répondra point par point. Je vais juste rajouter, ce n'est pas une vision, c'est des chiffres, c'est ce qui est affiché, c'est ce qui est publié, c'est ce qui est dans vos décisions qui sont soi-disant, qui ont pour but de remplacer, d'annuler, de remplacer, et celle-ci, elle est encore pas correcte. Donc c'est des chiffres, hein. C'est pas une vision particulière que l'on aurait nous. C'est peut-être le site qui n'est pas mis à jour, je ne sais pas.
Je vous répondrai point par point. La décision de... Mais la décision a été claire. Non, elle est erronée. Non, elle est bonne. On verra. Madame Bérac qui est chargée du dossier n'est pas là, donc je verrai avec elle dès son tour, puisqu'un déplacement professionnel. Donc voilà, puis on viendra vers moi, on répondra. Donc oui, donc on était sur l'édition du maire. Alors on va passer maintenant, alors avant de commencer l'ordre du jour, il y a monsieur le président de la CCEG, monsieur Yvon Laurent, qui va vous donner l'information sur le projet de la ZAC de Belle-Étoile. À la tribune Bonsoir. Donc, je vais vous donner quelques informations, les informations que j'ai à la connaissance. Oui, ce que j'ai à ma connaissance, bien évidemment. D'abord, cette zone d'activité, vous voyez comme ça, nous déjà 14 années qu'on a acquis ces terrains, suite après la création en zone d'activité en 2018, sur une superficie de 35 hectares. Alors, cette zone d'aménagée, elle est formée de 4 îlots, que vous connaissez, je vais vous les rappeler. L'îlot nord, qui est toute la zone artisanale. L'îlot central, qui est une compensation environnementale, qui est donc le corridor lié à la écologique que nous allons garder, bien évidemment, et que l'on va préserver pour notre biodiversité. L'espace, l'îlot est, qui est lié à la culture et les loisirs en dessous le parc aquatique. Et je vais vous en faire part. Et également l'îlot sud commercial. Voilà les 4 îlots que je vais vous présenter. Alors l'îlot est, si je donne quelques chiffres, vous les savez, mais 6 hectares et demi, c'est quand même pas peu. Nous avons là cette particularité, c'est particulièrement sous le parc aquatique. Donc j'ai voulu faire les fouilles archéologiques qui nous ont coûté relativement cher, puisque le diagnostic c'est à 122 000 €, mais les fouilles de 480 000 € pour se préparer à faire de l'investissement. Nous avons déjà dépensé plus de 700 000 €. Concernant la destination, ce sera certainement, a priori, ou un emplacement culturel de loisirs, ou des destinations tertiaires. Nous avons quand même 17 000 m² encore à réaliser, c'est pas tout, sur proximité du niveau de Trégem, donc sur le marché des Fontaines, bien évidemment, mais nous sommes dans une communauté de communes, donc on va pas regarder ce qui se passe dans une commune plus que dans une autre. Alors, l'îlot sud. Alors, l'îlot sud, c'est où est placé le Super U, et éventuellement le parc qui est porté par un investisseur privé, que vous savez, depuis déjà de nombreuses années. Il y a 4 ans que l'investisseur travaille sur ce dossier avec des allées et des venues, en CDRC, en CNAC, en CDRC, en CNAC, on fait l'aller-retour. Tout simplement parce que, en règle générale, il y a une personne qui dépose un recours systématique. Nous avons eu une dernière réunion il y a une quinzaine de jours, oui, par la cour administrative d'appel de Nantes, et un jugement sera rendu définitif dans le courant février. Bon, après, il y a aussi encore recours au cours d'appel, bien évidemment. Ça ira encore un peu plus. Nous avons bon espoir que ce retail par naissance. Depuis le temps qu'on attend, c'est quand même 75 emplois à créer, ce qui n'est pas neutre. Mais bien évidemment, il y a des recours, il faut y répondre, il faut de nouveau des dossiers. Passer en commission, c'est lourd, j'en conviens, c'est assez lourd. Concernant, voilà. Alors l'îlot nord, là c'est 13,5, comme vous voyez, 17-37 lots qui interrogent aujourd'hui, puisque depuis le temps qu'on a fait les travaux, on ne voit pas beaucoup de création d'entreprises. Et bien il s'avère, alors je vais vous expliquer d'abord. Comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 terrains verts. Ce sont des terrains qui sont libres aujourd'hui. Les terrains jaunes, ce sont des terrains qui sont déjà fléchés. Les terrains orange, ce sont des gens où les entreprises ont signé un compromis de vente et
normalement les travaux vont commencer ce mois-ci. C'est pas trop tôt, mais c'est comme ça. Alors pourquoi d'abord nous avons des retours, hein, parce que nous avons voulu présenter cette îlot-là avec une référence écologique. Donc pour ce faire, on a travaillé sur un dossier que vous avez présenté et en bureau communication et en conseil communautaire. Je dois préciser qu'il a été voté à l'unanimité, donc c'est bien une reconnaissance du travail qui a été fait. Donc ce projet a été fait dans le cadre de la qualité de l'environnement, ce qui nécessite certainement aussi des charges supplémentaires pour les entreprises, mais on se doit de travailler non pas à court terme, mais à long terme et faire apporter notre contribution à la gestion de notre planète, si on peut apporter notre simple contribution. Nous avons donc travaillé sur ce descriptif avec Laurent, hein, l'agence urbaine de la région nantaise, dans un cahier de prescription architecturale, environnementale, paysagère et énergétique. C'est un travail qui a mis du temps à être élaboré, puisque ce n'est pas l'autre, on était un des premiers, je crois, dans le département à le faire. Bon, après, c'est un problème de curseur, où on les met compte tenu du pourcentage que l'on fait construire sur chacun des terrains. Mais, par contre, ce dossier, il s'impose à chaque acquéreur d'une future parcelle, non pas pour être perçu comme une contrainte, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas du tout une contrainte, mais bien au contraire comme un guide lien sur les enjeux écologiques aussi. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors je sais très bien que les investisseurs qui nous disent que ce sont des contraintes. On repositionne ça dans les investissements qu'ils font aujourd'hui, c'est de leur actif, mais c'est pour 10, 15, 20 ans à venir. Ce qui signifie que là, ça leur donne une valorisation de leur actif. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ça prenne comme une contrainte, mais comme un additif pour eux dans leur compte d'exploitation et dans leur bilan. Voilà un peu. Alors, en termes de coûts, c'est quand même aussi important. Nous avons à ce jour dépensé 2 400 000. Et les ventes des terrains à l'intérieur sont à 30 € le mètre carré et en périphérique de la RD 537 à 35 €. Ce qui nous emmène à un prix de vente global de 3 600 000. Donc on sera excédentaire sur ce projet. On nous dit qu'on pourrait vendre plus cher. C'est pas de faire du bénéfice de one shot, c'est-à-dire au moment de la vente, mais faire venir des personnes chez nous, faire venir des salariés, et là justement donner une plus-value à notre territoire pour éviter justement que les gens se déplacent pour aller dans un pôle métropolitain. Pour travailler, on en voit suffisamment le matin qui font la queue pour se rendre disponible à leur travail à Nantes. Plus on créera de salariés, d'emplois plus exactement, dans cet environnement, moins il y aura de gens à faire la queue et aller sur les grands axes de Nantes. Voilà en ce qui concerne ce projet. Nous avons eu des retards, c'est vrai, mais aussi, comme vous le savez, nous avons des coûts matériaux qui ont bondi, il faut monter 20 à 25% sur un projet comme ça, donc c'est assez haut. Et puis, comme vous le savez, depuis maintenant à peu près 6 à 7 mois, il y a des contraintes bancaires qui nous font qu'il y a beaucoup de projets qui sont refusés, qui n'auraient pas été il y a un an, mais qui maintenant continuent des barricades, je crois, spécialiste. Je crois que nous sommes rendus au projet européen BAC4 et qui est excessivement compliqué. Tout au moins des contraintes qui n'existaient pas précédemment. Voilà le pourquoi de la chose, que nous étions en retard sur ce projet. En concernant la configuration que nous avons, au tout début de la commercialisation, il y avait beaucoup d'entrepreneurs endogènes qui venaient nous voir pour pouvoir faire leur projet. Il s'avère que compte tenu des contraintes qu'on a dit, et puis l'augmentation des prix, ces gens n'ont pas la capacité financière de faire. Il faut être raisonnable aussi. Quand on s'engage dans un projet comme ça, qui peut se faire plus d'une centaine de milliers d'euros, bien évidemment, il y a des contraintes budgétaires d'un côté, mais également des banques de l'autre côté qui font que les relations sont faites. Aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises exogènes qui viennent de notre commune. Donc, il y a aussi un avantage, si vous voulez, que des gens qui viennent de l'extérieur nous ramènent des finances qu'on n'aurait pas si c'était des entreprises endogènes, bien évidemment. Donc là, c'est aussi bien. Ce sont des entreprises, d'une manière générale, un peu plus structurées que les entreprises endogènes. D'une manière générale. Généralisé non plus, mais le terme à regarder. Vous avez vu, je vous ai fait un petit schéma sur les secteurs d'activité
d'activité. Ce qu'il faut reconnaître, revoir, c'est très divers. C'est très divers sur du commerce, à l'industrie, l'enseignement, ils ont une entreprise qui a fait de l'enseignement à distance. Du commerce, la réparation, la construction, beaucoup, bien sûr, hein, puisque beaucoup, ce sont des entreprises manufacturières et dans les échanges de la construction. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis à votre disposition, bien sûr, hein, si vous voulez me poser des questions sur ce qu'il en est, quelle est la perspective de demain, comment. Je rappelle simplement une chose, qu'aujourd'hui nous avons 5 terrains libres. Nous allons faire, bien sûr, essayer de les vendre le plus vite possible, puis construire ensemble ce beau projet qui a pris un peu de retard et qui maintenant va aller vers de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur ce projet. Je suis à votre disposition. Je peux intervenir, merci. Donc en effet, Monsieur Laura, c'est une zone stratégique pour tout le sud de notre intercommunalité. Est-ce qu'il est possible de revenir sur le plan avec l'îlot Est pour que ça soit plus parlant? Voilà, celui-ci, merci. Donc cet îlot est juste à côté donc, de la piscine, enfin la piscine est dans cet îlot, pardon. Mais pour nous, c'est une destination de cet îlot qui n'est pas forcément complète et qui correspond à tous les enjeux pour les communes de Trélières et Grandchamp. En effet, nous pensons que c'est un endroit idéal pour implanter un lycée, puisqu'il y a, alors là, c'est 6,5 hectares, mais il y a la piscine, donc on va dire 5 hectares. Et nous avons un lycée, oui, un lycée. Et nous avons appris également cette semaine que cette zone, alors c'est ce qu'on a cru comprendre, mais vous allez peut-être me le confirmer, qu'il y aurait une candidature pour faire venir et implanter une gendarmerie. Et donc, ce qui nous semble important, c'est que l'enjeu de la sécurité publique comme gendarmerie ne doit surtout pas faire concurrence à l'enjeu scolaire qui se présente aussi devant nos communes du sud de la CCEG. On pense qu'il y a de la place pour tout le monde, puisque vu la surface, déjà le lycée de Nord-sur-Erdre ou le futur de Pontchâteau, il loge largement dans cet espace-là. Donc c'est pourquoi nous faisons la demande, et nous faisons la demande à vous, le président de l'intercommunalité, à vous monsieur le maire et au maire de Grandchamp et de Vigneux également. Nous allons faire la demande pour que cette destination soit beaucoup plus pointée vers un lycée et afin d'appuyer une candidature, car faire un lycée ce sont des plans à long terme. Il faut candidater longtemps, c'est avec la région. Et quand on voit aujourd'hui toutes les difficultés qu'ont les lycéens à faire les allers-retours pendulaires dans la journée, le matin et le soir vers la métropole, un lycée sur notre commune, en tout cas sur nos 2 communes, parce que là on est sur les 2 communes, pour nous c'est un enjeu prioritaire pour tout notre territoire. Donc pour cela il faudrait quand même changer par contre la destination de cet îlot. Alors je vais répondre à votre question. La première concernant le lycée. Concernant le lycée, écoutez, pourquoi pas, mais c'est de la responsabilité de la région. Appuyer une candidature, c'est tout à fait faisable, hein, on pourra bien le faire auprès de monsieur le maire, de concerner, mais aussi de la communauté commune, surtout de la communauté commune d'ailleurs, qui porterait ce projet au moins en matière de terrain. J'interviendrai auprès de madame la présidente pour effectivement nous positionner sur ce dossier. Concernant la gendarmerie, le projet de gendarmerie, il n'appartient pas à la communauté commune, il appartient à la mairie de Trélières et à la mairie de Grandchamp. J'ai été sollicité dans une réunion, il y a une quinzaine de jours, je découvre, et ils m'ont proposé effectivement que l'implantation éventuelle, une proposition, une candidature à cette positionnement au fond de la zone d'activité, à côté des bassins d'orage, vous voyez, au fond. C'est une proposition qui est faite. Je crois qu'une décision, monsieur le maire, va être prise dans les semaines qui viennent. Et bien évidemment, j'ai donné mon accord pour que ça puisse s'implanter chez nous. Pour votre information, une autre demande a été faite également à Eric, en tant que monsieur le maire m'a sollicité également, pour porter un autre projet sur Eric. Bien évidemment, s'il y en a un des 2, ce sera déjà bien. Donc, je ne vais pas faire d'arbitrage là-dessus. Si les 2 communes se proposent, bien évidemment, j'ai donné mon accord aux deux maires de Trélières Grandchamp d'un côté et Eric de l'autre. Oui, pour la gendarmerie. Pour Eric, c'est pour la gendarmerie aussi. Comment? Oui. Eric, c'est également pour la gendarmerie. Oui, pardon, pour la gendarmerie, pardon, oui. Donc, précision, je crois, monsieur le maire, ça prise dans les 15 jours qui viennent. Oui. Il y a une réunion qui a eu lieu, je crois, après-midi ou mardi matin, présidée par le ministre de l'Intérieur, justement, il étudiait les candidatures
candidatures, parce qu'il y a 200 gendarmeries qui vont être ouvertes avant la fin du mandat de M. Macron. Donc il y a 200 potentielles gendarmeries qui vont être créées sur le territoire de la France. Par contre, il y a plusieurs candidats. Il y a Eric qui a déposé une candidature, Grand Chantraillère, donc ça a été arbitré par le ministère de l'Intérieur. Donc le ministre avait une réunion justement avec les préfets, le nouveau préfet, là, les sous-préfets pour étudier les candidatures. Donc ça va être assez rapide parce que le sous-préfet m'a dit qu'on aura sans doute une réunion d'ici une quinzaine de jours. Donc on vous aidera plus dès qu'on aura des éléments précis. Sur votre demande, les réponses qui sont effectuées, je demanderai effectivement si j'ai changé la destination de cette parcelle. Merci. Ça va ? Est-ce que vous avez des questions autrement? Non? C'est bon? Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, on attaque l'ordre du jour. Le point 1, c'est mise à jour du tableau des effectifs Valérie Robert. Donc là, il s'agit premièrement du service ressources humaines. Suite à la mutation d'un agent des ressources humaines, nous avons fait le choix de recalibrer le poste de responsable des ressources humaines à un niveau de responsabilité équivalent à un niveau de catégorie A. Afin de mettre en adéquation le grade avec la personne recrutée, il est donc proposé la création d'un poste d'attaché à temps complet dans la filière administrative à la date du 11 février 2023. Ensuite, nous avons des modifications de quantité horaire pour des postes à temps incomplet. C'est-à-dire que depuis quelques mois, avec l'extension du multi-accueil et l'ouverture de nouvelles classes, certains agents des écoles, de la petite enfance et de la restauration se retrouvent régulièrement à effectuer des heures complémentaires. Donc en fonction des besoins, nous souhaitons déprécariser ces postes de catégorie C en incluant ces heures complémentaires dans leurs postes. Cela doit concerner une bonne vingtaine d'agents dont vous avez eu le détail en commission. Vu la nécessité d'actualiser les temps non complets d'agents au 1er mars 2023, vu la présentation qui vous a été faite en commission ressources et citoyenneté le 26 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable à la modification du tableau des effectifs. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, merci. Le point 2, c'est délégation du conseil municipal au maire Isabelle Grelot. Je vous rappelle que le conseil municipal peut déléguer au maire un certain nombre de pouvoirs qui relèvent de sa compétence. Les décisions font l'objet d'une information par le maire aux conseillers municipaux en séance de l'Assemblée délibérante. Par une délibération du 26 mai 2020, le conseil municipal a délégué un certain nombre de compétences au maire. Il est proposé ce soir au conseil municipal de modifier la délégation relative aux compétences prévues au paragraphe 4 en matière de préparation, passation et exécution des marchés publics et accords-cadres, et de déléguer la compétence relative à la demande d'attribution des subventions prévues au paragraphe 21. Je vous propose de faire la lecture de la nouvelle proposition de paragraphe. Donc le point 4, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour un montant inférieur au seuil des procédures formalisées, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le périmètre de la délégation est détaillé ainsi: marché à procédure simplifiée inférieure à 40 000 € hors taxe, marché à procédure adaptée de 40 000 à 215 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et services, et les marchés à procédure adaptée de 40 000 € hors taxe à 5 382 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. Avec des exclusions à la délégation donc qui relèvent de la compétence du conseil municipal, les marchés à procédure formalisée supérieure à 215 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et services, et les marchés à procédure formalisée supérieure à 5 382 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. Ces modifications sont proposées suite au décret publié fin décembre 2022 sur une évolution des règles dans la passation des marchés et permettront de donner de la souplesse dans le fonctionnement interne. La délibération suivante vous propose d'adopter en toute transparence un règlement interne de la commande publique. Deuxièmement, nous vous proposons l'ajout du paragraphe 21 sur l'attribution de subventions. Cela permettra de simplifier le fonctionnement de la commune et évitera au conseil municipal d'avoir à délibérer sur ces demandes, qui, je vous le rappelle, souvent les dossiers sont à déposer dans des délais très courts.
Voilà pour les deux modifications paragraphes points 4 et 21. Et enfin, pour terminer, l'ajout des articles 2 et 3. Article 2. Les attributions mentionnées à l'article 1 peuvent faire l'objet de subdélégation aux adjoints du maire et s'ils disposent tous d'une délégation aux autres membres du conseil municipal, ainsi qu'aux membres de la direction générale et aux responsables des services communaux. Article 3. Approche la délibération du 26 mai 2020 portant délégation du conseil municipal au maire dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je reprends la délibération. Vu le décret 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique, vu la présentation faite en commission ressources et citoyenneté du 26 janvier 2023, considérant les nécessités de fonctionnement des services municipaux, considérant l'intérêt de modifier l'étendue des compétences déléguées au maire par le conseil municipal et de lui en déléguer une nouvelle, il est proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable aux modifications ci-dessus. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, M. Arnoux ? Oui, j'aimerais intervenir s'il vous plaît. Alors le nouvel ensemble des délégations au maire que vous nous présentez ce soir donc étendent les pouvoirs du maire tout en restant dans l'application du cadre de la loi, hein, ça c'est indéniable. Mais l'application à la lettre de ces délégations au maire, les actuelles comme les futures, ne permettent pas, selon nous, les justes débats démocratiques et ouverts que méritent beaucoup de dossiers sur notre commune. En effet, les décisions du maire ne sont plus qu'une seule information maintenant au conseil municipal. Certes, nous avons quelques détails en commission, mais aucune discussion n'est possible. Vous nous l'avez même parfois interdit. Cette délibération va encore augmenter le manque de transparence, la visibilité et la justesse dans l'action municipale. Je vais prendre deux exemples. Ainsi, les subventions ne seront plus présentées en délibération. Nous n'aurons donc plus aucune discussion, ni débat, ni même présentation des projets concernés. C'est dommage, car souvent c'est une entrée pour présenter justement l'avenir de la commune. Autre exemple tout récent, la tarification de la restauration scolaire. Aucun débat en conseil municipal, puisque c'était une décision, puisque nous l'avons ce soir, une décision du maire. Nous en constatons la conséquence, de nombreux parents ont réagi et continuent de réagir très négativement à ces nouveaux tarifs, tant sur les montants et les hausses, tant sur la méthode, avec un sentiment de mise au pied du mur ressenti par un grand nombre d'entre eux. Aucune concertation, aucun débat en conseil municipal en amont, puisque c'est une décision du maire et que c'est ainsi appliqué. Donc cette délibération restreint le débat démocratique sur beaucoup trop de sujets, débat démocratique absolument nécessaire pour une commune de plus de 10 000 habitants. Nous prenons les délibérations pour le nom d'une petite impasse, par exemple, alors que nous n'en prenons même plus dorénavant pour des services publics tels que la tarification de la restauration scolaire. C'est quand même, selon nous, un gros déséquilibre dans les prises de décision municipales. Nous nous opposons donc fermement à l'extension de vos délégations, Monsieur le maire, et nous proposons que des sujets avec un tel enjeu, comme par exemple la tarification de la restauration scolaire, et dans le contexte que connaissent toutes les collectivités, fassent l'objet du travail d'une commission extra-municipale. En effet, de nombreuses communes le font. Une commission extra-municipale largement ouverte, dans laquelle toutes les parties prenantes, et dont les parents, pourraient prendre conscience de tous les aspects de ce sujet, et ils sont complexes. La hausse des coûts pour la restauration scolaire, la qualité des repas fournis aux enfants, le taux de gaspillage, la participation financière directe des parents à ce coût, et la participation collective au nom du service public de la commune. Tous ces aspects mériteraient un cadre de discussion à la hauteur de l'enjeu, et je suis persuadé qu'il en sortirait des décisions consensuelles en évitant une levée de boucliers telle que nous pouvons la constater ces jours-ci de nos administrés, comme les parents donc à propos de la tarification. Donc, nous tenons à affirmer ce soir, Trélières a besoin de plus de démocratie. Cette décision ne va pas dans cette direction. Et nous voulons le faire savoir aux Tréliéraines et aux Tréliérains que ce n'est pas notre vision de la démocratie locale. C'est votre point de vue. Hein, je rappelle quand même que c'est la loi. Nous on suit la loi, la réglementation. Je l'ai dit. C'est légal, il n'y a pas de souci. C'est légal. Savez, il y a d'autres options. Oui, d'accord. Enfin, on est là bien tout le monde. C'est le meilleur moyen pour ne pas avancer du tout. Hein,
On est là, on a été élus pour prendre des décisions, on va prendre d'autres décisions. Voilà, parce que chacun voit son rapport, disons. C'est votre position, c'est pas la nôtre. Je rebondis sur Oui. ce que vous permettez, monsieur. Donc effectivement, j'irai un peu dans votre sens dans la mesure où les commissions municipales. Je pense qu'on vous entend mal. Pardon. Merci. Les commissions municipales sont un peu là pour ça. Maintenant, vous avez pu constater depuis 2 commissions que l'ordre du jour systématiquement est divisé en 2 parties. Vous avez les dossiers pour information et les dossiers pour délibération. Donc moi, en commission ressources, je ne manquerai pas de vous présenter effectivement ce qui vous inquiète en ce qui me concerne, c'est les dossiers subventions. Au contraire, ce sera avec plaisir qu'on vous présentera les dossiers sans problème. C'est tout simplement pour éviter des délibérations en plus en conseil municipal qui vont alourdir encore l'ordre du jour. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les dossiers famille, éducation, solidarité, je laisserai Maïté Béragne voir si elle fait la même chose dans sa commission. Un ordre du jour pour information et pour délibération, pour éviter de trop présenter le dossier au conseil municipal. Voilà. Très bien, merci. Alors, pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, un pour, 6 contre. Merci. Le point 3, règlement interne de la commande publique, Isabelle Grelot. Depuis 2016, le cadre légal de la commande publique connaît une évolution réglementaire. Le code de la commande publique est entré en vigueur le 1er avril 2019. Depuis cette date, les seuils de procédure de marché sans publicité ni mise en concurrence préalable ont été plusieurs fois assouplis. Afin d'intégrer ces nouvelles règles dans la passation des marchés par des services municipaux, mais également de tenir compte des recommandations de la Chambre régionale des comptes, invitant à davantage de rigueur dans la mise en œuvre des règles de la commande publique, il est proposé d'adopter un règlement interne qui vise à mettre en place des règles et des procédures renforcées, à uniformiser les pratiques et sécuriser les procédures internes, à assurer le contrôle de l'achat public de la ville. Quels sont les enjeux de ce règlement? On vous les a affichés. Intégrer les nouveaux seuils de publicité et de règles de mise en concurrence prévus par les textes pour faciliter la gestion quotidienne des marchés. Sécuriser le maire dans le cadre de sa délégation et renforcer la transparence dans la passation des marchés de la ville. Finaliser la prise en compte des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui nous invitait à définir une politique achat et des règles relatives à la commande publique. Et enfin, adapter l'organisation interne des services pour prendre en compte l'évolution des règles relatives à la commande publique. Sur le diaporama, la page suivante, vous avez les délégations consenties. Donc on a fait un petit focus sur les délégations consenties à monsieur le maire. Ce sont les enjeux sur les seuils. Avant, monsieur le maire pouvait prendre toute décision concernant la préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadres pour un montant inférieur à 215 000 € hors taxe pour tous les marchés, services, fournitures et travaux. Dorénavant, le périmètre de l'allégation est réparti selon la réglementation en vigueur, suite au décret qui est passé au mois de décembre. En marché à procédure simplifiée inférieure à 40 000 € hors taxe. Sur ce point, je tiens à préciser que la loi prévoit de faire des démarches, normalement les demandes jusqu'à 100 000 € hors taxe, 100 000 € de travaux, sauf que nous avons décidé, nous, l'équipe majoritaire, de baisser ce forfait à 40 000 € hors taxe. Marché à procédure adaptée de 40 000 € à 215 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et services. Et marché à procédure adaptée de 40 000 € à 5 382 000 € hors taxe pour les marchés de travaux. La dernière colonne concerne les exclusions de la délégation. Ce sont les délibérations qui doivent être automatiquement prises en conseil municipal. La diapositive suivante, ce sont les enjeux sur les instances, à savoir la commission d'appel d'offres et la commission marché. En ce qui concerne la commission d'appel d'offres, elle a été créée en délibération, par une délibération en 2020. Et cette commission donc agit, le tableau que vous voyez, c'est toute la partie réglementaire du déclenchement de la compétence de la commission au rôle des membres. En deuxième partie, la commission marché qui va remplacer le groupe marché. Le groupe marché se réunissait pour tous travaux supérieurs à 25 000 €. Désormais, la commission marché, elle, ça sera pour tous travaux supérieurs à 40 000 € hors taxe. C'est une instance prévue par délibération et que l'on retrouve dans notre règlement interne.
sera régulièrement adapté aux éventuelles modifications des règles définies par le Code de la commande publique aux réglementations à venir. Vu la présentation faite en commission ressources et citoyenneté du 26 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le règlement interne de la commande publique de la ville de Tréguières. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur nous? Une remarque, s'il vous plaît. Donc, ce règlement interne de la commande publique est une réponse directe aux recommandations faites par la Chambre régionale des comptes. Donc, on se félicite qu'il y ait enfin ce cadre, même s'il reste une application assez stricte et minimum de la loi. Ceci dit, en effet, nous avons hâte qu'une version 2 de ce règlement voit le jour avec tout un volet de propositions sur les obligations que se donnerait et se donnera la commune en achat local, en achat responsable et durable, sans oublier les clauses de responsabilité sociétale des entreprises, les fameuses RSE, qui répondent au marché de la commune. Là encore, beaucoup de communes prennent les devants sur ce sujet et vont bien au-delà du minimum demandé par la loi. Nous avons hâte de voir aussi la suite pour notre commune. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 4, c'est création d'une commission consultative des services publics locaux. Alors, création d'une commission consultative des services publics locaux en l'application de l'article 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Les communes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, pour l'ensemble des services publics, qu'elle confie à un tiers pour convention de délégation de services publics qu'elle exploite en régie dotée de l'autonomie financière. Il convient de rappeler qu'une délégation du service public est un contrat pour lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service. La CCSPL est notamment chargée d'émettre d'abord un avis pour tout projet de délégation de service public, de création de régie dotée de l'autonomie financière et de contrat de partenariat sur la base d'un rapport contenant des caractéristiques des prestations que doit envisager le délégataire, d'examiner les rapports d'activité annuels produits par les délégataires de services publics. Le président de la commission consultative des services publics locaux présente au conseil municipal avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Par ailleurs, la majorité des membres présents de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Le conseil municipal peut charger par délégation l'organe exécutif de saisie pour avis la commission des projets précités. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant désigné par l'arrêté municipal et comprend des membres de l'assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par le conseil municipal. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ces travaux à une voix consultative toute personne dont l'audition lui paraît utile. La ville de Tréguières vient officiellement de passer la barre de 10 000 habitants. Elle doit donc mettre en place cette instance en amont de toute décision du conseil municipal de déléguer un service public ou mettre en place une régie dotée de l'autonomie financière. Vu le Code général des collectivités territoriales, son article L1413-1, vu le Code de la commande publique, vu l'avis de la commission ressources et citoyenneté du 26 janvier 2023, il est donc proposé au conseil municipal de déléguer à monsieur le maire la possibilité de saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux de tout projet de délégation de services publics, de création de régies dotées de l'autonomie financière et de contrats de partenariat. Fixer à 7 le nombre des membres de cette commission, soit 5 représentants de l'Assemblée délibérante désignés dans le principe de la représentation proportionnelle et 2 représentants d'associations locales et de procéder à leur désignation comme suit. Pour la ville, donc Alain Royer, Paul Rincé, Laurent Colomba, Isabelle Grelot, Emmanuel Renoux. Pour les associations, Nathalie Ducoin, commerçant, et Henri Brodu, vice-président du Conseil des sages. Voilà. Je voulais dire, donc il a été proposé donc, au conseil municipal de déléguer M. le maire la possibilité de saisir par la commission d'organisation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 26 pour, merci. Alors, le 5e point, c'est le renouvellement pour 4 ans de la convention d'objectifs et de financement entre la ville de Tréguières et la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique
pour l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Valérie Robert. Les caisses d'allocation familiale poursuivent une politique d'action sociale familiale articulée autour de 2 axes. Améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d'équipements. Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. L'offre de services doit bénéficier à l'ensemble des familles aux revenus modestes par une politique tarifaire adaptée et celles faisant face au handicap d'un enfant, notamment au travers d'une politique facilitant leurs accès. Les CAF soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, déclarés aux services départementaux de la cohésion sociale de Loire-Atlantique. Ces accueils sont éligibles à la prestation de services ALSH, versée par la CAF dès lors qu'ils remplissent les obligations réglementaires relatives à la protection des mineurs définies dans le Code de l'action sociale et des familles. Ils doivent également prendre en compte les nouvelles dispositions induites par le décret numéro 2018-647 du 23 juillet 2018, modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs ainsi que les engagements du gestionnaire. Aujourd'hui, la CAF de la Loire-Atlantique propose de renouveler pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026, la convention d'objectifs et de financement pour l'ensemble des accueils de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire. Vu la présentation faite en commission ressources et citoyenneté du 26 janvier 2023, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le renouvellement des conventions d'objectifs et de financement pour l'ensemble des accueils de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire et d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique cette convention et tout document y afférent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Donc le point 6, renouvellement pour 4 ans de la convention d'objectifs et de financement entre la ville de Tralières et la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique pour le lieu d'accueil enfants-parents. Valérie Robert. Donc, par leur action sociale, les caisses d'allocation familiale contribuent au renforcement des liens familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. Au travers de diagnostics partagés, les caisses d'allocation familiale prennent en compte les besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur le territoire qui en sont dépourvus. L'offre de services doit bénéficier à l'ensemble des familles aux revenus modestes par une politique tarifaire adaptée et celles faisant face au handicap d'un enfant, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès. Ce lieu d'accueil enfants-parents est amené à intervenir sur les communes de Grandchamp-les-Fontaines, Éric et Sucé-sur-Herbe. Il accueille des enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent ainsi que de futurs parents. Aujourd'hui, la CAF de Loire-Atlantique propose de renouveler pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026, la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de services lieu d'accueil enfants-parents. Vu la présentation faite en commission ressources et citoyenneté du 26 janvier 2023, il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation de services lieu d'accueil enfants-parents, d'autoriser Monsieur le maire à signer avec la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique cette convention et tout document y afférent. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce point non plus? On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 7, l'installation du centrale photovoltaïque sur la toiture du centre technique municipal, conventionnement avec le CITELA pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Claude Rincé. Le Code général des collectivités territoriales autorise les établissements publics de coopération intercommunale compétentes et par analogie les syndicats mixtes en matière de distribution publique de l'énergie à réaliser ou à faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie. Le CIDELA, par le biais de son service transition énergétique, a mis en place un dispositif solaire ayant pour objectif de faciliter l'émergence de projets photovoltaïques sur toiture sur le territoire départemental et met à disposition ses services pour accompagner les collectivités adhérentes dans la réalisation de leurs projets. La commune est
adhérente du syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, donc le CIDELA. La stratégie de performance énergétique sur le patrimoine bâti retenue par la commune de Trélières et plus particulièrement le projet de mettre à profit la rénovation de la toiture du centre technique municipal pour y installer une centrale photovoltaïque dont l'électricité sera valorisée par autoconsommation de la cuisine centrale. L'assistance à maître d'ouvrage a un coût de 3 600 € pour la mise à disposition des services effectués. Considérant la présentation faite en commission aménagement le 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage public avec le CIDELA, jointe à la présente délibération, de prévoir les crédits nécessaires au budget de la commune, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document, acte administratif ou comptable nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce que des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Ainsi pour. Merci. Alors le point 8, candidature à l'appel à la manifestation d'intérêt cœur de bourg, cœur de ville. Claude Rincé. Dans le cadre de son dispositif de soutien au territoire, le département de Loire-Atlantique lance un appel à manifestation d'intérêt. Amis, cœur de bourg, cœur de ville, qui est renouvelé tous les ans sur la période 2020-2026. Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse aux communes de moins de 15 000 habitants. Les communes candidates sont invitées à s'inscrire dans une démarche d'élaboration et de réalisation d'un projet global de requalification de leur cœur de bourg, cœur de ville, formalisé dans le cadre d'un plan guide opérationnel ou à travers la présentation de la stratégie de transformation du cœur de bourg, cœur de ville. Mise en œuvre, le plan guide ou la stratégie définissent à minima les axes structurants du projet de requalification, le périmètre d'intervention, le plan d'action décliné en opération et son calendrier de mise en œuvre. Cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif d'accompagner les communes retenues à toutes les étapes du projet, de la phase d'initialisation de la stratégie opérationnelle de transformation du cœur de bourg, cœur de ville, à la phase de déploiement des actions. Les subventions départementales peuvent porter sur le financement de l'étude relative au plan guide opérationnel et ou études opérationnelles, le financement des opérations d'investissement découlant du plan guide. Chaque opération fait l'objet d'une demande de subvention spécifique. Le taux maximal de subvention de l'étude relative au plan guide opérationnel et des opérations d'investissement qui en découlent est de 30 à 40 ou de 50% selon la catégorie financière de la commune. La commune a réalisé une première étude urbaine en 2017-2018 qui lui a permis de se doter d'une stratégie de développement et d'un plan d'aménagement. Celui-ci a été le support des projets urbains à traduire dans le PLUI de la CCEG. De cette réflexion ont découlé les orientations d'aménagement et de programmation définies dans le centre-ville de la commune. L'étude commerciale menée en 2017 a permis par ailleurs d'enrichir ses orientations en prenant en compte les enjeux liés au commerce de proximité. Ces réflexions ont permis de cibler les secteurs clés sur lesquels la collectivité doit agir pour notamment maintenir et renforcer l'attractivité et l'animation du cœur de bourg, tout en assurant une production régulière de logements en privilégiant la densification des zones déjà urbanisées. De même, la commune doit répondre aux besoins liés aux attentes d'une population croissante en matière d'équipement public, mais aussi de favorisation des mobilités d'actifs. Dans ce cadre, et au vu des projets envisagés sur la fin de la mandature, il apparaît pertinent de déposer une candidature auprès du département de Loire-Atlantique, dans le cadre de l'AMI Cœur de Bourg, pour rechercher des subventions, notamment pour
revitaliser le secteur de l'église en installant l'école de musique actuellement logée dans 2 pavillons situés dans le périmètre de l'OAP A40, dans l'ancienne maison paroissiale située au 60 rue de la Mairie. Rénover, agrandir et mettre en valeur l'ancienne maison paroissiale sur un projet qualitatif d'extension et de réhabilitation du bâtiment et de ses abords. Ce projet devant permettre à terme d'offrir à l'école de musique de bénéficier de locaux plus vastes et rénovés, ce qui favorisera l'augmentation de son activité et par conséquent la vitalité et l'animation dans ce secteur. Réhabiliter la maison site 2 places de l'église pour y créer 1 à 2 logements d'urgence pour accueillir temporairement des habitants les plus fragilisés. Accompagner un projet de renouvellement urbain sur les parcelles libérées de l'occupation de l'école de musique en respectant les orientations de l'OAB A40. Prolonger la démarche MOBI engagée sur le groupe scolaire Alexandre Vincent en réaménageant ses abords pour notamment créer une continuité cyclable sécurisée entre la rue de la Mairie, l'avenue du Général de Gaulle et la rue Étienne Sévère pour faciliter les trajets en vélo des élèves et de leurs parents pour venir et rentrer de l'école. Augmenter les places dédiées aux vélos et trottinettes à l'entrée du groupe scolaire. Pacifier et sécuriser les flux entre les cars scolaires, les véhicules légers, les vélos et les piétons. Paysager et qualifier les espaces publics bénéficiant aujourd'hui d'un traitement basique et peu fonctionnel. Accompagner à moyen terme la mutation urbaine sur le secteur de l'OAP A43, donc c'est l'emprise Gambert-Terrena, et du département. Vu la présentation faite en commission aménagement du 24 janvier 2023 et de la commission ressources du 26 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de déposer un dossier de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt cœur de bourg, cœur de ville du département de Loire-Atlantique, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document, acte administratif ou comptable nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Alors on va passer au point 9, d'élimination de voies, impasse des 3 Fontaines, Condrency. Dans le cadre de la mise à jour de la base nationale de l'adresse, il convient de dénommer une impasse existante, parcelle section ZZ numéro 42, dans le prolongement de la rue de la Fronière. Les habitants ont proposé la dénomination impasse des 3 Fontaines. Considérant la présentation faite en commission aménagement du 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer la parcelle ZZ numéro 42, impasse des 3 Fontaines. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 10, d'élimination de voies également, impasse du Clos de Louche, Condrency. Dans le cadre du permis d'aménager numéro 44209 22 E 006, accordé le 25 novembre 2022, il convient de dénommer l'impasse créée. Le propriétaire a proposé de dénommer la voie impasse du Clos de Louche. Louche est un terrain généralement de bonne qualité, proche de l'habitation et enclos servant de potager ou de verger ou de petits pâturages. Considérant la présentation faite en commission aménagement le 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer la voie du permis d'aménager 44 209 22 E 006 impasse du Clos de Louche. Il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 11, d'élimination de voies également, impasse des Violettes, Condrency. Dans le cadre de permis d'aménager numéro 44 209 22 E 005, accordé le 7 octobre 2022, il convient de dénommer l'impasse créée. Les propriétaires ont proposé de dénommer la voie impasse des Violettes.
Considérant la présentation faite en commission aménagement du 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer la voie du permis d'aménager 44 209 22 E005 impasse des Violettes. Est-ce que des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 26 pour. Merci. Point 12, également l'évaluation de voies, ZAC Bosquet des Sources, Code Rincé. Dans le cadre de l'aménagement de la tranche 1 du Bosquet des Sources, il convient de dénommer les voies créées. Suite aux portées à connaissance concernant le projet d'aménagement des tranches 3 et 4 de la ZAC de Virlou, les noms proposés correspondent aux espèces protégées. Rue des Passereaux, impasse des Linottes, impasse des Rainettes, rue des Salamandres. Ah, il y a une erreur. Ouais, c'est bon. C'est impasse des Hérissons. Impasse des Hérissons à la place de impasse des Linottes, hein, c'est ça. Impasse des Rainettes, rue de Salamandre et rue des Hérissons. Considérant la présentation faite en commission aménagement le 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de dénommer la voie de la tranche 1 du Bosquet des Sources comme mentionné sur le plan en annexe. Merci. Donc c'est impasse des Hérissons. Voilà. Est-ce que oui, monsieur? Oui, j'allais vous le faire remarquer, donc très bien. Parce que j'avais vu effectivement, suite à notre discussion, où j'avais émis un doute, mais en fait, en l'occurrence, j'ai trouvé le truc assez savoureux, c'est que une erreur d'étourderie pour les linottes, c'est assez savoureux. Voilà. Très bien. Alors on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour. Merci. Le point 13, c'est bilan acquisition session foncière 2022. Code Rincé. Chaque année, le bilan des acquisitions et des cessions immobilières doit faire l'objet d'une délibération qui est annexée au compte administratif. Le bilan pour l'année 2022 est joint en annexe. Vu la loi numéro 95-127 du 8 février 1995 visant à apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités. Considérant la présentation faite en commission aménagement le 24 janvier 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le bilan des acquisitions et cessions foncières de l'année 2022 tel qu'annexé à la présente délibération. Vous les voyez à l'écran. Il n'y a pas beaucoup d'acquisitions, mais voilà, c'est une petite surface. Voilà, plus des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 26 pour, merci. Point 14, échange foncier, chemin du Doubs, Code Rincé. Dans le cadre d'un bornage, il a été constaté qu'une partie du domaine public communal est intégrée par sa configuration et son usage à une parcelle privée. Afin de faire correspondre les limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de réaliser une échange foncière avec Madame Jean. Il est donc proposé de régulariser grâce à une échange foncière sans soult. Partie à créer de la commune rue de la Charrois par Madame Jean, parcelle AH numéro 47, 120 mètres carrés, et AH numéro 51, 62 mètres carrés. Partie communale à céder à Madame Jean, partie comme indiqué en annexe, 137 mètres carrés, chemin du Touche. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L 2111-1 à 2111-3 et 2111-14. Considérant la délibération 2022-10-82 en date du 10 octobre 2022, constatant la non-affectation de la parcelle cadastrée section YE numéro 272 de 137 mètres carrés au domaine public et déclarant ladite partie du domaine public. Considérant les présentations faites en commission aménagement du 24 janvier 2023, le 16 septembre 2021 et le 11 janvier 2022, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser l'échange foncier sans soute avec Madame Jean, soit les parcelles AH numéro 47 pour une superficie de 120 mètres carrés
AH numéro 51 pour une superficie de 62 m², contre la parcelle communale YE 272 pour une superficie de 137 m². D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte authentique, à intervenir et signer tout document relatif à cette acquisition. Merci. Est-ce que j'ai des questions? Oui. La délibération que vous nous proposez ce soir a pour objet